Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, je tiens à m'excuser, le son de ma précédente vidéo sur l'Hamilton Kaki PVD noir est vraiment très bas. Désolé, pour le moment je tâtonne un peu, mais ça va s'améliorer avec le temps. Ceci étant dit, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une présentation complète d'une montre qui est déjà visible sur ma chaîne, à savoir la Rolex Oyster Perpetual, mais 6 ans après son achat. Et oui, le temps passe vite. J'espère que ça sera intéressant pour quelqu'un. Je l'ai acheté en 2018 chez le bijoutier Rolex de ma ville. Pour la petite histoire, j'ai commencé à m'intéresser aux montres en 2006, et j'ai tout de suite flashé à l'époque sur l'Oyster Perpetual. Lorsque je l'ai acheté, ça faisait alors 12 ans que je rêvais de cette montre. En 2006, dans mes souvenirs du moins, le modèle le moins cher était l'Oyster Perpetual Air King. Ils ont ensuite revu les dénominations de leur modèle, et le modèle d'entrée de gamme est alors devenu, ou redevenu, l'Oyster Perpetual. L'Air King est devenu un autre modèle plus cher et, selon mes goûts, moins beau. Et en 12 ans, je vous laisse imaginer le nombre de fois où j'ai entendu que c'était un rêve à la gomme, et je reste poli, ou qu'avec cet argent, on peut se payer autre chose de plus intelligent. Bref, il m'en faut plus quand même pour me détourner d'un objectif, j'ai donc fini par me l'offrir. J'ai tout de suite été attiré par ce modèle intemporel et sobre, bien loin du bling bling, ce mot entendu dans la bouche de ceux qui ne connaissent rien aux montres. Et il est très rare que quelqu'un remarque que ma montre est une Rolex, et c'est très bien comme ça. Il s'agit de la référence 116 000 avec les index 369 en chiffres arabes empruntés à l'Explorer. Depuis, plus aucune Oyster Perpetual jusqu'à aujourd'hui ne comporte de chiffres arabes, c'est bien dommage, mais c'est une affaire de goût. En 2018, lorsque je l'ai achetée, elle valait 4 900 €, elle n'a par la suite jamais cessé d'augmenter. C'est dingue, mais sa remplaçante dépasse en 2024 les 6 000 €. Vu la cote de la référence 116 000 en occasion, je pourrais presque revendre celle-ci pour m'offrir le nouveau modèle qui a une réserve de marge beaucoup plus importante, sans rien ajouter au bout. D'autant que d'après le bijoutier Rolex de ma ville, il semble qu'il soit assez facile de l'avoir contrairement à une Submariner. Désolé, elle a un peu vécu depuis sa date d'achat, vous allez donc voir des rayures ici et là. Même si j'en prends soin, elle a été pas mal portée. Elle fonctionne avec le calibre 31-30 automatique, certifié COSC, à plus ou moins 3 secondes de dérive par jour. Elle possède 48 heures de réserve de marche. Elle est étanche à 100 mètres. Il s'agit du modèle 36 mm. À l'époque, j'avais hésité avec la 39 mm à fond noir à 5 200 €. Mais j'avais trouvé le diamètre trop important pour mon minuscule poignet de 16,5 cm. Le boîtier est en inox 904L, tandis que les index sont en or blanc 18 carats. A l'instar de tous les autres modèles, le boîtier n'affiche aucune inscription à l'arrière, mais il est étanche à 100 mètres. Elle mesure un peu plus de 11 mm d'épaisseur. Ici, on a 20 mm d'entrecorne, ce qui est plutôt large pour une montre de ce diamètre. À titre de comparaison, mon Omega du même diamètre, que je vous présenterai dans une autre vidéo, n'a que 18 mm d'entrecorne. Concernant la couronne, il s'agit bien entendu d'une couronne vissée surmontée du logo. Le cadre ensoleillé est sobre, mais n'en est pas moins magnifique, produisant un jeu de lumière très plaisant à observer. Budget oblige, je n'ai pas la date, et par conséquent pas le verre Cyclope. Pour ça, il aurait fallu passer sur une Datejust beaucoup plus chère. Aujourd'hui, il faut compter un peu moins de 1 500 € de plus. Le verre est en revanche bien entendu un verre saphir. Les aiguilles sont aussi sobres que le reste. En revanche, les index 369 en chiffres arabes donnent un peu l'impression d'avoir une Explorer. J'adore ce détail, c'est précisément ce qui m'a fait choisir ce modèle en particulier. Le bracelet est lui aussi en acier 904L et muni du fermoir Oyster Clasp à boucle déployante. Rien de particulier à en dire, si ce n'est que c'est tout léger et bien plus agréable à porter que la Tag Heuer Aquaracer 300 mètres, que je vous présenterai bientôt dans une prochaine vidéo. La montre est très légère, et même si c'est subjectif, je trouve que 36 mm convient parfaitement à mon poignet de 16,5 cm de tour. La lisibilité à l'extérieur est très bonne. Je vous la montre également positionnée plus haut sur le poignet, puisqu'un type m'a sorti sur ma première vidéo que je ne savais pas porter une montre, et que ça ne se portait pas comme ça. On sait pas si c'est écrit sur un livre sacré ou si c'est une recommandation de l'OMS, mais dans le doute, je vous montre les deux positions. Alors quels sont ses points forts et ses points faibles? Après 6 ans à la porter plusieurs fois par semaine, je pense avoir un retour d'expérience suffisant. Et bien sans surprise, elle est géniale. Déjà c'est une Rolex, un paquet de gens trouvent ça stupide mais j'aime posséder cet objet, et de toute façon, j'ai pas les moyens pour une Audemars Piguet ou une Patek Philippe. Par ailleurs, et malgré sa sobriété, les finitions sont exemplaires, la lisibilité est top, elle est légère, agréable au contact de la peau. Finalement, ses points faibles sont son prix,
sa réserve de marche de 48 heures, que je trouve un peu faible, et sa lisibilité dans l'obscurité. Le Chromalight, qui est le Super Luminova maison de Rolex, est très peu visible, surtout quand on possède également une Bell & Ross de la gamme Instrument. Sans mauvais jeu de mots, c'est le jour et la nuit. Mais ce n'est pas lié aux qualités intrinsèques du Chromalight qui, je présume, n'a pas grand chose à envier au Super Luminova, mais plutôt à la taille des index qui limite la surface visible. A vrai dire, je m'en fous, ça n'a vraiment aucune importance pour moi. Concernant les alternatives maintenant, l'avantage c'est que Rolex a inspiré de nombreuses marques. On trouve un nombre incommensurable d'alternatives à la Rolex Oyster Perpetual en moins cher. Impossible d'être exhaustif bien sûr, mais les premières qui me viennent à l'esprit sont une Glycine Combat 6 classique 36 mm, la Seiko référence SARB 033, la Milton Jazzmaster Performer Auto 38 mm, qui ne se fait pas en 36 mm, on passe du 34 au 38, une Tissot Gentleman, par contre c'est du 40 mm, j'aurais bien entendu pu évoquer l'Omega Seamaster Aquaterra, qui est pour moi celle qui s'en rapproche le plus, mais les prix ont tellement augmenté qu'elles sont presque au même prix que l'Oyster Perpetual. Si je dis pas de bêtises, on doit commencer à 6 000 € en 2024. Pour conclure, cette montre me fait toujours autant d'effet malgré le temps qui passe, et c'est toujours un plaisir de la porter. Je ne regrette pas le moindre euro. Merci à celles et ceux qui ont regardé jusqu'au bout ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire pour m'aider à améliorer mon contenu, c'est vraiment important pour le référencement, et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!